de l'éloigner. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Bienvenue dans votre émission Dites-moi tout, docteur. Nous continuons à poser la problématique de la résistance aux antimicrobiens. Selon les spécialistes, ce phénomène survient lorsque les bactéries, les virus, les champignons, j'en passe, résistent aux effets des médicaments. Encore appelée la rame, elle rend difficile le traitement et augmente le risque de propagation des infections et pourrait même tuer 10 millions de personnes dans le monde d'ici 2030 si les dispositions ne sont pas prises selon l'Organisation mondiale de la santé, mais également chez l'espèce animale dont nous ignorons les chiffres. D'où ce numéro spécial pour mieux cerner les problèmes et trouver des propositions de solutions avec nos acteurs autour de cette table. Mesdames et messieurs, pour mieux cerner, comme je le disais tout à l'heure, restez à notre compagnie. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre sujet, la problématique de la résistance aux antimicrobiens dans le pays en Guinée. C'est de ça que nous allons parler avec nos acteurs. Le plateau est bien garni, ça nous permettra de poser cette problématique et au sortir d'ici de pouvoir faire quelque chose pour la population. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous avons ici autour de la table professeur Abdoulaye Touré, directeur général de l'Institut national de la santé publique, maître de conférence à la faculté des sciences et techniques à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, docteur Oumar Djoueba, enseignant-chercheur à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, pharmacien biologiste, directeur général de laboratoire Biomar 24, docteur Molo, directeur national adjoint des services vétérinaires, point focal à l'Organisation mondiale de la santé animale sont donc nos invités. Je disais donc que le plateau d'aujourd'hui est vachement garni. Docteur Cissé, la dernière fois, docteur Touré, excusez-moi, la dernière fois nous avons reçu docteur Bobo Madamba qui nous a un peu parlé de cette problématique, mais il fallait un peu plus de personnes, un peu plus d'acteurs pour permettre de mieux comprendre le problème des antimicrobiens dans le pays et dans le monde d'ailleurs. Alors, il y a l'urgence. Vous qui êtes acteur, aujourd'hui vous représentez le ministère de la Santé, les biologistes et en même temps les vétérinaires. Et le problème se pose à ces niveaux. Vu l'urgence, qu'est-ce que concrètement vous envisagez? La parole, c'est pour vous trois. Okay. Donc, professeur Story. Voilà. Merci Madame Sissoko pour l'invitation. Et comme vous l'avez dit, une de nos collègues était là il y a quelques semaines pour parler de la résistance aux antimicrobiens. Je pense que ça doit être un exercice continu au vu de l'ampleur du problème que vous décriviez tout à l'heure à l'entame. Et effectivement, c'est un problème qui alerte le monde entier, pas que la Guinée. Et d'ailleurs, pour preuve, en 2015, l'Assemblée générale de la santé, dirigée par l'OMS, avait proposé aux États de lancer un plan mondial de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. C'est pour vous dire que c'est général. Donc le problème est placé à ce niveau, au sein du système des Nations Unies. D'accord. Et en Afrique également, il y a les démembrements de ces organisations, notamment l'Organisation mondiale de la santé, l'Office ou l'Organisation mondiale de lutte contre les épizooties, l'OIE, et puis la FAO, la tripartite en fait, avec l'OMS en tête de file, qui se sont mobilisés pour tirer la sonnette d'alarme et inciter les États à élaborer des plans de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Et en Afrique, il y a les bureaux de ces organisations, et puis il y a également Africa CDC, le centre de contrôle et de prévention de l'Union africaine, qui en a fait son cheval de bataille. Et donc il y a beaucoup d'organisations, de rencontres au niveau international et d'élaboration des plans stratégiques, parce que pour lutter, il faut d'abord un canevas, il faut un guide, il faut qu'on s'accorde sur les priorités. Donc cela est défini et c'est tout à fait clair au niveau international et pour tout le monde. Et en Guinée,
on va dire quelques mois avant la pandémie à coronavirus, le ministère de la Santé, avec tous les autres ministères, ont élaboré le plan multisectoriel de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, donc qui inclut tous les ministères. La justice, l'environnement, l'élevage, l'agriculture, la santé et tout le monde. Donc ce plan a été fait et nous sommes actuellement dans le déroulé, la mise en œuvre de ce qui est prévu dans ce plan. Donc voilà ce qui se passe. C'est une mobilisation mondiale. Donc tout le monde a conscience de l'ampleur du problème et donc il y a des actions qui sont en train d'être menées. Donc on pourra en parler en détail s'il y a besoin. Bon, c'est une question comme vous l'avez dit, sectorielle et multidimensionnelle. Alors, 3 acteurs sont là. Vous, en tant qu'infectiologue. Moi, je suis santé publique et épidémiologiste. Voilà. Et docteur Doré, voilà, qui s'occupe de la santé animale. Voilà. Et docteur Doué, qui est biologiste pharmacien en même temps. Le docteur a fait une brève lecture sur ce qui se passe dans le monde entier. Les feuilles de route sont élaborées, mais on va parler tout à l'heure de ça. Est-ce que les acteurs se sont regroupés pour entamer, défraîchir cette feuille de route, pour permettre un peu de... Parce que c'est la population qui est concernée dans ce sens. Docteur Doué, biologiste, pharmacien, votre point de vue par rapport à la première question? Merci Madame Sissoko pour l'invitation. Je pense que le professeur Touré a dit l'essentiel par rapport à l'ampleur du problème parce qu'il est vraiment mondial. Et pour ce qui est de la Guinée, je pense que déjà les autorités ont commencé. Il y a ces documents qui ont été élaborés, le plan d'action, et il y a aussi le guide national de surveillance des antimicrobiens, de la résistance aux antimicrobiens. Donc ces documents sont déjà disponibles. Je pense que, comme il a dit, on est en train de suivre les recommandations, tout ce qui est lié à cette lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Je disais tout à l'heure que ce plan, c'est pour les intellectuels, mais la population consommatrice doit s'en approprier également. Justement, je pense que aujourd'hui, il faudrait bien que la population, qui est la cible, puisse être informée. Il faudrait que cette population comprenne, il faudrait qu'on conscientise la population par rapport à ça. Parce qu'on parle des décideurs, mais bien avant, il faut se dire, dans nos pays, parce que comme on l'a dit, il faudrait que chaque pays ait son plan d'action interne. Même si nous connaissons que les réalités ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, quand on prend la Guinée, on prend le marché qui est le marché illicite, le marché... est bondé de ces produits. Voilà, on a des antibiotiques, des antimicrobiens, parce qu'il n'y a pas que les antibiotiques quand on parle d'antimicrobiens. Mais il faudrait quand même que la population comprenne le fait d'aller acheter un antibiotique, un antiparasitaire ou un antiviral, ça pourrait exposer cette personne qui a acheté à des risques de résistance du médicament acheté à la maladie ou au gène qui est responsable de la maladie que la personne a. Donc c'est important d'amener les populations à comprendre ce danger-là. Et en plus, les prescripteurs aussi, parce qu'on a les prescripteurs, on a aussi les pharmaciens. Je suis pharmacien avant d'être biologiste. Il faudrait qu'on comprenne... Voilà, c'est le secteur de la santé. En ce qui concerne la santé animale, humaine. C'est le secteur de la santé, les pharmaciens, les prescripteurs, le personnel de laboratoire, parce que aussi, avant que le médecin ne prescrive, dans les conditions normales, il faut qu'il y ait un examen de laboratoire, un ECB, examen cytobactériologique, soit des urines, du pus, etc., du liquide biologique qu'il faut avant de prescrire l'antibiotique. Il faudrait que les acteurs du laboratoire aussi soient impliqués. S'ils sont déjà une partie intégrante, une partie prenante dans la lutte contre la résistance antimicrobienne. Alors, aujourd'hui, on parle des humains, mais nous vivons avec des animaux qui sont aussi affectés par ce fléau, par ce phénomène, docteur Doré. Merci Madame Sissoko de nous avoir en tout cas invités à cette antenne. Et le problème de résistance antimicrobienne intéresse bien la santé humaine, la santé animale. Et vous n'êtes pas sans savoir que 70% des maladies humaines
sont d'origine animale. Oui. Donc, cette pratique d'automédication, tant dans le domaine humain, se pratique aussi dans le domaine de la santé animale. Ah bon. Nous avons des éleveurs, des fabricants d'aliments, Ok. qui utilisent les antibiotiques comme promoteurs de croissance. Ah bon. Ils mettent dans les aliments pour donner aux animaux, pour grossir, atteindre un poids requis en un temps record. Donc ça, et cette utilisation est une utilisation abusive. Donc, nous, en tant que organisation normative, parce que nous appartenons à l'OIE, l'OIE est une organisation normative dans le cadre de l'utilisation responsable et prudente des antibiotiques. Nous conseillons toujours alors à nos acteurs d'utiliser de façon rationnelle, prudente, responsable les antibiotiques. Et c'est à cela que nous nous sommes inscrits. Le ministère de l'élevage, de l'agriculture et de l'élevage s'est inscrit dans la dynamique de la célébration de la semaine mondiale du bon usage des antibiotiques. Okay. Donc chaque année, alors nous faisons en tout cas des cérémonies au mois de novembre, la deuxième ou la troisième semaine du mois de novembre. Okay. Alors cette célébration est instituée. Qu'à cela ne tienne, du point de vue réglementaire, parce que le professeur Touré a déjà parlé sur l'ensemble, mais l'aspect important, c'est la réglementation aussi. Parce qu'on parle, en tout cas, de la non-prescription des antibiotiques, de l'utilisation abusive. Donc, les antibiotiques sont utilisés pas de façon responsable, prudente, parce que les acteurs ne respectent pas la prescription. N'importe qui se rentre et va dans les grossisseries, dans les officines, achète le médicament et l'utilise. Donc, c'est ce que nous appelons l'automédication. Cette automédication a une incidence négative sur les produits animaux qui sont au finish présentés à la population pour la consommation. Okay. C'est dans ce cadre que l'USAID, la FAO nous ont assisté alors à rénover notre laboratoire central vétérinaire de diagnostic. Ce laboratoire nous permet déjà de mener des investigations dans les fermes périurbaines de Jean-Conakry et ça nous permet de savoir ce que l'on présente à la population en matière de poulet, qu'est-ce que ça contient comme résidu d'antibiotiques. Et ça nous alerte pour prendre des dispositions à côté des autorités pour leur dire que quand même, il faut vraiment rationnellement utiliser les antibiotiques. Et de l'autre côté, nous allons aussi attirer l'attention de nos partenaires, des acteurs, des opérateurs, pour dire que l'utilisation abusive des antibiotiques nous conduit inlassablement à la résistance antimicrobienne. Et cette résistance va créer un problème, plus que les pandémies. Parce que si nos organismes ne sont plus sensibles, les bactéries au traitement, alors donc on est exposé. Tout à fait. Et à toute infection qui arriverait, ça pourrait quand même créer des problèmes à la santé animale, seulement à la santé humaine. Okay. Voilà, donc Docteur Doré, vous avez parlé de la pratique des médicaments pour permettre aux animaux de grandir rapidement. Ouais. Est-ce que cette pratique, c'est normal? C'est une pratique qui n'est pas normale. L'utilisation des antibiotiques comme promoteur de croissance n'est pas autorisée par notre législation. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas beaucoup avancés dans cette réglementation, parce que ça c'est une des difficultés, une des tares de notre législation qu'on pourra remédier plus tard, mais nous avons dit quand même qu'on n'utilise pas les antibiotiques comme promoteurs de croissance. Est-ce que ces éleveurs sont sensibilisés dans ce sens? Et si vous laissez le temps passer, est-ce que ça ne va pas devenir une habitude et qu'ils vont s'en passer lorsqu'on a une vache, un bœuf qui doit faire 3 ans et une année, il commence déjà, ça devient compliqué. Merci madame. Les éleveurs sont sensibilisés. Comme je vous ai parlé à l'entame de la semaine mondiale du bon usage des antibiotiques, nous les faisons. Cette semaine se passe où? Dans les fermes, okay. Dans les fabriques d'aliments. Okay. Alors nous affichons, nous faisons vraiment des reportages et sur les grossistes comme les fabricants d'aliments, on les sensibilise. On vous revient tout à l'heure. Voilà. Professeur Touré, les chiffres, on verra tout à l'heure dans notre reportage, sont alarmants. On parle de
700 millions, 700 000 de personnes qui meurent chaque année, et 4,1 millions qui pourraient mourir d'ici 2021 en Afrique, 10 millions dans le monde entier si les dispositions ne sont toujours pas prises d'ici 2050. Alors, à quel moment vous vous êtes rendu compte que l'humanité, de façon générale, était menacée? Bon, merci pour cette question. D'abord, pour ce qui est des conséquences, je pense que vous avez certes parlé des conséquences en termes de perte en vies humaines, en fait, ces estimations varient d'une étude à une autre, parce que ce sont des estimations, c'est des projections qui peuvent être pires que ce qui est dit là. Autrement dit, les 10 millions de décès, ça pourrait être même 10 millions de décès par an d'ici 2050 si on ne fait rien. Et l'autre chose, les conséquences, ce sont aussi des conséquences économiques. Parce que la résistance aux antimicrobiens, selon ces mêmes estimations, pourrait entraîner une perte du PIB mondial de jusqu'à 3,5. Tout à fait. Autrement dit, jusqu'à 100 000 milliards de dollars de pertes pour l'humanité. Donc quand on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui avec la pandémie, je pense que c'est des choses, on peut facilement faire le parallèle et comprendre comment une crise sanitaire peut entraîner une crise économique. Et cette résistance peut également être un frein à l'accès à la couverture sanitaire universelle. Parce que lorsque on vous prescrit, imaginons un ménage dans nos quartiers, parfois défavorisés, on vous prescrit un antibiotique qui n'a pas bien donné, le médecin il passe à la gamme suivante, parce que plus vous montez, plus la molécule devient plus chère. Donc très facilement, la personne peut se retrouver incapable d'acheter la molécule qui pourrait être la plus efficace. Et donc ça entraîne une perte économique importante, ça entraîne finalement c'est d'autres besoins, vous allez vous priver d'autres besoins pour essayer de faire face pour vous soigner. Oui. Maintenant, à quel moment on s'est rendu compte qu'il y a la résistance? La résistance, on va dire, elle est inhérente à l'utilisation de tout anti-infectieux. Autrement dit, c'est depuis ces antibiotiques qu'on utilise aujourd'hui, la majorité a été découverte entre les années 40 et les années 60. 1940-1960 dans cet intervalle-là. Et depuis les années 50, on savait déjà qu'il y avait des germes qui résistaient à l'ampicilline un peu, mais l'ampleur n'était pas encore devenue très importante. Donc finalement ça grossit et depuis au moins 20 ans, on se rend compte que le problème est devenu très grave, mais pour aller du constat jusqu'à l'action, si c'est une action mondiale coordonnée, c'est un peu compliqué. C'est pour cela que ça a mis un peu de temps. Donc je veux dire que cette résistance ne date pas d'aujourd'hui, mais la situation est devenue encore plus alarmante aujourd'hui. C'est pour cela, je suis sûr que si Dr Ba nous faisait quelques illustrations, il prend un échantillon, il le teste, il se rend compte que combien de molécules pourraient être inefficaces contre le germe qui est retrouvé dans l'urine ou dans le pus ou dans n'importe quel liquide d'un patient. Je pense que si on donne ces genres de détails, nous tous nous allons prendre la tête et c'est à cela qu'on est arrivé et c'est pour cela le problème est devenu compliqué et c'est pour cela nous-mêmes, c'est la raison même de notre présence ici, nous nous levons pour participer à cette lutte, pour participer à la sensibilisation de la population, pour qu'ensemble qu'on essaye de prendre des dispositions pour atténuer, sinon ça peut être pire. Parce que je profite pour dire que la rame, ça fait partie des plus grosses menaces dans le monde, selon l'OMS. Ça fait partie des plus grosses menaces de la santé publique. Peut-être, je pense que c'est la quatrième ou la cinquième plus grosse menace. C'est pour dire que c'est pas un discours d'intellectuel ou de spécialiste, mais c'est un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique, mais vous ne pourrez pas passer toutefois dans cette émission. Est-ce qu'il y a d'autres créneaux pour faire passer des messages auprès de la population et dans certaines de nos langues vernaculaires?
Bon, peut-être que nous profitons pour sensibiliser aussi la presse. C'est-à-dire que les journalistes, tous s'intéressent à la question parce qu'il n'y a pas que nous qui pourrons passer partout pour expliquer. Je pense que chacun a un rôle à jouer dedans. La société civile a un rôle à jouer dedans. Dans d'autres pays, il y a même des observatoires qui travaillent sur cette thématique au sein de la société civile, pour que tout le monde essaye d'apporter quelque chose. Et nous, ce que nous faisons, actuellement, nous nous organisons des formations à l'intention des prescripteurs, à l'intention des biologistes qui font les analyses, pour sensibiliser le personnel, le prescripteur, et puis pour mieux former ceux qui sont dans les labos. Je pourrais en parler peut-être davantage tout à l'heure. Jusqu'à l'intérieur du pays, les laboratoires des hôpitaux régionaux ont suivi beaucoup de formations, en tout cas au laboratoire, pour que chacun puisse faire le minimum d'examens qui permettent de mettre en évidence cette résistance aux antimicrobiens. Donc ce sont des espaces, des occasions pour renforcer les capacités du personnel de santé, parce que quelque part, nous y sommes quelque chose, parce que si la prescription n'est pas bien faite, c'est toute la chaîne. Aussi, le pharmacien, il donne, il dispense facilement la molécule, donc c'est toute une chaîne. C'est une action, je pense que c'est une préoccupation. Chacun, c'est toute la population, tout le monde doit jouer son rôle. Oui, tout le monde joue son rôle, professeur Touré. Lorsqu'on parle de chaîne, vous êtes plus en face, en interface que tous les autres d'ailleurs. Docteur Diou, est-ce que vous pouvez nous parler un peu la dangerosité de la rame lorsque nous venons faire nos analyses dans les différents labos de la place? Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Mais pas pour nous faire crier, comme le professeur Touré l'a dit, il ne faut pas nous effrayer. Non, on n'effraie pas, mais il faut dire ce qui existe. C'est pourtant, il faut dire la vérité, la réalité, c'est que nous vivons au quotidien. Il a dit, cette rame, c'est quand même l'une des plus grandes menaces auxquelles l'humanité est confrontée, c'est clair. Et aujourd'hui, au laboratoire, vous pouvez voir, par exemple, un patient qui vient avec un échantillon. Vous faites la culture, vous parvenez à isoler un germe et vous vous rendez compte que ce germe-là, il n'est sensible à rien, à aucun antibiotique. Parfois, vous avez 20 antibiotiques que vous essayez quand même de tester. Et vous vous rendez compte, après l'obtention des résultats, que le germe n'est sensible soit à un, soit à 2 antibiotiques. Et ça, c'est un problème. Et il arrive parfois que ces antibiotiques ne se retrouvent pas ici. Il faut parfois faire venir le médicament. Et si c'est quelqu'un qui n'a pas les ressources suffisantes pour s'acheter, pour commander à partir de l'extérieur, mais comment est-ce que ça va se passer? Donc c'est quand même un problème réel. C'est au quotidien que nous rencontrons cela. Il y a ces antibiotiques, par exemple, je ne sais pas si je peux me permettre de les citer. Vous prenez l'ampicilline, l'amoxicilline. Allez-y. L'ampicilline, l'amoxicilline, vous pouvez faire 1 an. Vous ne trouverez pas une bactérie qui est sensible à ces molécules-là. Et vous savez bien que dès que quelqu'un a mal, directement il se dirige vers la pharmacie. Il peut aller sur le marché. Dans une boutique. Justement, il y a ce côté vente illicite des médicaments. Parce que c'est vrai qu'il y a les textes, tout, mais ce n'est pas appliqué. Moi, je me dis aujourd'hui, si on parvenait à sensibiliser tous ceux qui sont impliqués dans l'importation frauduleuse des produits pharmaceutiques sur la dangerosité de ces produits-là, je pense qu'on pourrait les reconvertir dans d'autres secteurs d'activité, peut-être moins lucratives, mais ils pourraient se retrouver dans d'autres secteurs d'activité et vraiment nous éviter cette résistance qui ne fait que s'accentuer. Parce qu'après, on travaille, on veut de l'argent, tout, mais si à un moment donné, personne ne peut utiliser cet argent-là, c'est pas à quoi servirait d'amasser. Et là, on parle même d'antibiotiques qui se retrouvent dans les pharmacies. On ne parle pas de ceux qui viennent, on ne sait pas comment, c'est produit comment, et ça se retrouve dans le marché, on ne sait pas comment c'est conservé, la prescription, la posologie, personne ne sait. Donc on ne peut pas être surpris, nous, on n'est pas surpris. Je donne l'exemple sur une molécule qu'on appelle la rifampicine, qui est utilisée dans le traitement de la tuberculose. Mais on a assez de bactéries qui sont résistantes à cette molécule. Et cette molécule, elle s'appelle saccharin. Donc du coup, les gens achètent ça au marché, s'ils ont une plaie, dès qu'ils mettent un peu, et puis vraiment ça guérit. C'est grave.
Et je pense que je ne suis pas de programme tuberculeux, mais je pense qu'aujourd'hui, on est confronté à une résistance au traitement. Oui, justement. Donc, c'est un problème, il est réel, il est profond. Et je pense qu'il faudrait qu'on cherche quand même à laisser ce pays, entre guillemets, dans de bonnes conditions pour les générations futures. Après 50 ans, je ne sais pas comment ça va se passer. Très bien. Docteur Doré, on va accélérer un tout petit peu pour permettre aux téléspectateurs de poser des questions. Certainement que ça a même commencé, mais laissez-nous poser quelques questions. Nous aussi, on a envie de comprendre cette problématique. Docteur, dans votre explication tout à l'heure, vous avez dit l'utilisation de ces antibiotiques pour nourrir les animaux n'est pas dans notre législation. Alors, donc, le professeur a dit tout à l'heure... C'est une menace mondiale. D'ici 2050, comment ce secteur pourrait être? Si on continue toujours, si on ne met pas frein à cette consommation. Bon, d'ici 2050, comme vous l'aviez dit, si on ne prend pas garde, nous allons nous retrouver avec des produits contenant des résidus d'antibiotiques. Et ça veut dire que la population sera exposée à vraiment une véritable menace de santé publique qu'on appelle l'antibiorésistance. C'est dans ce cadre que, en ce qui nous concerne, nous avons développé la collaboration tripartite avec la FAO, avec l'OMS, avec l'Alliance tripartite, comme je l'ai dit, et pour nous développer des laboratoires régionaux. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a un laboratoire vétérinaire central à Conakry et il y a des laboratoires régionaux à Labé, à Kankan et à Djerikuri. Et bientôt, il en aura aussi à Farana. Et dans cette optique, le plateau technique pour la détection de ces résidus dans les denrées, vraiment est inscrit en première ligne. Pourquoi? Parce qu'il faut sensibiliser. Comme nous avons dit, il faut sensibiliser la population. Il faut mener des démarches auprès de la population pour leur dire que nous courons vers une menace. Et cette menace, on peut l'endiguer si vraiment chacun prend garde de lui-même en faisant une utilisation responsable des antibiotiques. Et donc, cette menace, cette sensibilisation, nous ne cessons pas. Nous passons par les organisations socio-professionnelles des éleveurs. Parce qu'on a déjà cette structure en place et on passe par eux pour passer le message sur tout le territoire national. Je crois qu'on sera pris par le temps. On a un reportage de 3 minutes à regarder. On va revenir sur le plateau pour faire le commentaire. Si l'élément est prêt, la régie, on peut aller. La résistance antimicrobienne sera responsable de 10 millions de décès à travers le monde et affectera même l'économie mondiale. C'est ce que conclut une étude internationale. La RAM, c'est la capacité des microbes à résister aux médicaments qui sont censés les tuer ou les contrôler. Elles rendent complexe le traitement des infections tout en augmentant le risque de propagation des maladies. Au Burkina Faso, un plan d'action national pour la lutte contre la rame a été finalisé et approuvé en 2017. Il faut le vulgariser davantage. Cela passe par la communication, d'où l'atelier en faveur des journalistes et communicateurs du Burkina venus des 13 régions du pays. La résistance antimicrobienne est une question multisectorielle, multidimensionnelle et qui fait appel donc à tous les acteurs. Et dans le plan d'encore national de lutte contre la rame, qui a donc été adopté au Burkina Faso, il y a une grande place qui est donc réservée à la sensibilisation et à la communication. Mais nous sommes dans un domaine où il y a vraiment beaucoup de défis qui sont liés à la communication sur la résistance antimicrobienne, parce que c'est une menace qui est ancienne mais en même temps nouvelle, peu connue par les populations, mais dont les populations en fait ignorent totalement comment elle se manifeste. Vous avez vu que les chiffres sont quand même effrayant, et ça 700 000 morts par an, et à l'horizon 2050, 4,1 millions pour l'Afrique. C'est une grosse perte. Si nous pouvons économiser sur nos bras actifs pour la production dans le secteur rural. Un plan de communication, mais aussi de sensibilisation contre ces virus et parasites résistants à l'homme, mais aussi aux animaux. D'après les estimations, 700 000 personnes meurent chaque année d'infections résistantes aux antimicrobiens. L'idée est de réduire l'incidence des infections par des mesures efficaces de prévention. Ici, il y a l'hygiène, la vaccination et l'assainissement. La lutte doit être inclusive. Les ministères de l'Environnement, de la Santé et des Ressources animales y adhèrent.
nous sommes tous des techniciens, nous utilisons des produits que nous manipulons tous les jours. Mais cette manipulation, si elle est mal faite, et surtout que c'est les mêmes produits qui sont utilisés chez les humains que chez les animaux, si elles sont mal faites, elles se retrouvent dans la viande. Surtout les animaux que nous consommons tous les jours, donc elles se retrouvent dans la viande. Et si elles se retrouvent dans la viande, nous n'avons pas atteint le délai d'attente indiqué pour la viande, nous la consommons. Donc ces résidus vont se retrouver dans notre organisme et elles vont s'accumuler au fil des années. Et à un moment donné, notre organisme a tellement pris de doses que quand on est malade, on vient à l'hôpital, on utilise tous les antibiotiques, on n'arrive pas à traiter. Il a été mis en place un réseau de journalistes et communicateurs pour la lutte contre la résistance antimicrobienne au Burkina. Au thème de cet atelier, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, initiateur du projet, appelle à une implication de tous dans la mise en œuvre du plan d'action et en particulier dans les efforts visant à préserver l'efficacité des médicaments antimicrobiens. Retour à plateau, docteur Setin, un cadeau d'un de nos invités, en l'occurrence professeur Touré. En tout cas, les bonnes choses se dessinent à l'horizon. Les rencontres commencent à avoir lieu dans des pays d'Afrique, notamment au Burkina. Et vous avez pris part à cette rencontre africaine. Et puis, racontez-nous les grandes questions qui ont été à l'ordre du jour, professeur Touré, rapidement. Oui, merci. Donc, au Burkina, ils sont très actifs sur cette question. C'est vrai, je pense que j'avais eu l'opportunité de voyager avec M. Doré. C'était plutôt à la rencontre précédente. Quand j'ai vu le reportage, j'ai compris que celle-ci, c'était pour les journalistes. Mais bien avant, nous étions ensemble dans le même cadre avec les mêmes acteurs que nous avons vus tout à l'heure au Burkina. Oui, parce qu'ils avaient... En fait, ça pouvait se passer dans n'importe quel autre pays de la sous-région parce que c'était une rencontre pour les pays de l'espace CEDEAO. Mais en fait, la suite de cette rencontre, nous l'avons vue en Guinée parce que c'est à cette rencontre que nous avons fait l'état des lieux pour savoir quels étaient les pays qui avaient déjà traduit le plan mondial de lutte contre la résistance aux antimicrobiens chez eux. Ceux qui avaient déjà fait leurs plans nationaux. À l'époque, nous étions encore sur les thèmes de référence et au retour, suite à ces comptes rendus, il y a eu le plan national multisectoriel de lutte contre la résistance aux antimicrobiens qui a été piloté par la Direction nationale des laboratoires au ministère de la Santé. Donc c'est la suite en fait. Donc après, comme nous l'avons dit, Dr Ba l'a dit tout à l'heure, il y a eu d'autres outils qui permettent de rendre le pilotage ou la mise en œuvre de ce plan facile, notamment le guide de surveillance de la résistance aux antimicrobiens. Parce que la clé de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, certes, il y a la sensibilisation, il y a tout, mais c'est aussi la surveillance. Il faut qu'on surveille, qu'on sache qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Il faut que les données au quotidien qui sortent des laboratoires soient remontées aux décideurs, que ce soit, on va dire, analysé, pour qu'on voit les tendances, pour qu'on sache quels sont les groupes les plus à risque, pour qu'on sache quels sont les facteurs qui favorisent cela. Et l'autre moyen aussi, c'est d'inciter les médecins à mieux demander, à demander les examens qui permettent d'analyser, de faire l'antibiogramme avant prescription. Donc la suite de ce plan, je dirais que c'est la suite de ce plan qui nous a... Vous avez permis de voilà, exactement, conduit jusqu'ici même. Docteur Doré, vous avez pris part à cette rencontre au Burkina. Oui. À la suite de ça, beaucoup de choses quand même se sont sorties de cette rencontre. Votre point de vue par rapport à ce reportage? Oui, merci madame. Allez-y. Merci, parce que j'ai pris part activement à cette rencontre, parce que, comme je vous le disais à l'entame, je suis le point focal OIE pour les produits vétérinaires en Guinée. Et j'étais déjà au 5e cycle de formation du côté OIE en prenant part à cette rencontre. Et
j'ai fait un état des lieux en exposant vraiment la consommation médicamenteuse, surtout en matière d'antibiotiques dans notre pays. J'ai dit comment vraiment les éleveurs, comme je vous ai dit, utilisent les antibiotiques de façon globale. Parce que je ne prescris pas, je ne suis pas la voie d'administration, et la voie d'indication, je ne suis pas. Mais de façon globale, comment les vétérinaires, les opérateurs utilisent les médicaments dans le secteur, c'est ce que je représente et je rapporte ça au niveau de l'OIE. Alors, et c'est en cela que je vous parlais qu'il y a vraiment une utilisation abusive des antibiotiques. Et vous me permettez, docteur Doré? Oui. On connaît les chiffres Oui. concernant les humains, Oui. l'homme. Oui. 700 000, Oui. 4,1 million, Oui. 10 millions. Est-ce Oui. que l'on peut avoir les chiffres bon, au niveau de l'élevage, je pourrais vous dire en termes de quantité d'antibiotiques qui rentrent Non, dans le chose. voilà, allez-y, Voilà. la quantité en même temps, Voilà. si les dispositions ne sont pas prises, les animaux, on pourrait aussi les perdre. Les perdre, oui, parce que c'est ce que je vous disais. Parce que les éleveurs utilisent les antibiotiques en élevage comme promoteurs de croissance, comme pour lutter contre les maladies, mais de façon démesurée, parce qu'ils ne suivent pas les prescriptions. Et c'est ce que je vous disais que de mes analyses passées, on est à 300 kg de principes actifs. 300 kg de principes actifs. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors qu'on pouvait éviter ça en faisant vraiment la prévention, en vaccinant nos animaux contre les principales maladies. Okay. Donc, ça, c'est sur cela que notre sensibilisation porte. Nous invitons les éleveurs à vacciner les animaux. Les vaccins sont disponibles pour... Les vaccins sont disponibles. En vaccinant les animaux, ça permet de prévenir les maladies et donc on ne va pas aller vers l'utilisation abusive des antibiotiques. Très bien. Est-ce que vous voyez? Et comme vous le dites, comme je vous l'ai dit à l'entame, que si on ne prend pas garde, puisque 70% des maladies humaines sont d'origine animale, et si nos animaux-là sont soumis à des antibiotiques de façon abusive, aujourd'hui on parle d'antibiotiques, mais plus tard on parlera aussi d'antiparasitaires. Okay. Parce que les deux tendances vont ensemble. Les antibiotiques sont abusivement utilisés, les antiparasitaires aussi, professeur Touré ne vous dira pas non, sont abusivement utilisés. Donc, à l'atelier de Ouaga, on nous a attiré l'attention de prêter une forte attention sur l'utilisation abusive aussi des antiparasitaires. De la même manière qu'on est en train de lutter pour les antibiotiques, il faut aussi penser aux antiparasitaires. Et donc, quand nous sommes arrivés, comme il a dit, nous avons tout de suite contribué activement à l'élaboration du plan d'action national de lutte contre la résistance antimicrobienne. Et parallèlement à ça, comme je vous ai dit, nous avons entretenu des relations avec nos partenaires pour nous construire des laboratoires pour la surveillance. D'accord. Et donc, on est dans cette dynamique aujourd'hui. On a déjà renouvelé notre texte de loi, comme je vous le disais, pour quand même corriger les faillites qu'il y avait là-dedans. Donc, nous, on va aussi vulgariser ça sur le terrain pour davantage cerner la population animale. Très bien. Je crois que ça va être la dernière question. Et puis, le numéro peut s'afficher, le 620 58 90 73. Ma question vous concerne, docteur Djoué. Vous avez dit tout à l'heure dans votre explication de laisser ce pays vivre dignement ou vivre normalement. Oui. Est-ce que vous n'invitez pas par endroit l'application de la loi dans ce sens? L'Assemblée, donc, nous l'invitons sur ce plateau pour que la rentrée abusive également, vous avez dit, vous ne savez même pas d'où viennent ces produits, on les retrouve dans les officines, on s'en approprie, on consomme, et puis après, il y a problème. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça, laisser ce pays vivre, je ne sais pas, vivre normalement? Sinon, d'ici 50 ans, vous ne savez même pas qu'est-ce qui pourrait arriver à la population mondiale. Voilà. Justement, quand on dit de laisser le pays, il faut avoir en fait des projections pour 50 ans après. Peut-être que certains ne seront pas là, mais quand même, imaginez quelqu'un qui a une infection bactérienne qui pourrait se traiter avec l'ampicilline. Et aujourd'hui, l'ampicilline n'a pas d'effet sur certains germes responsables de l'infection là. Mais si vous n'avez pas l'ampicilline, ou l'ampicilline n'a pas d'effet, comment est-ce que vous pourrez traiter le patient?
Ça, c'est un problème. Tout à l'heure, il a parlé entre parenthèses des antiparasitaires. Ouais. J'avais dit au début, dès qu'on parle d'antimicrobiens, on a déjà les antiparasitaires, les antifongiques, les antibiotiques. Aujourd'hui, on ne fait que parler des antibiotiques. Il n'y a pas que les antibiotiques. Prenez l'exemple sur la chloroquine, par exemple. La chloroquine, c'est une molécule quand même qui a été longtemps utilisée pour traiter le paludisme à Plasmodium falciparum. Mais vers les années 50, je pense, il y a eu déjà la résistance qui a commencé, la résistance du Plasmodium falciparum à la chloroquine. Et aujourd'hui, imaginez avec tous les malades que nous avons des palucines, il n'y avait que la chloroquine. Quel serait le sort de ces malades-là? Donc ça pourrait être la même chose par rapport aux antibiotiques. On prend l'angine, elle est beaucoup plus d'origine virale, mais on passe tout le temps à l'antibiotique. En fait, maintenant, je me suis orientée dans un autre sens en invitant, j'ai cru comprendre lorsque vous avez dit de laisser ce pays vivre, c'est de respecter d'appliquer la loi, les textes, parce que c'est clair. Aujourd'hui, les antibiotiques en principe ne doivent pas se retrouver au marché. En principe, ces antibiotiques ne doivent pas être dispensés sur simple conseil. Une patiente qui vient dire non, j'ai mal à ce temps, on ne doit pas du tout lui donner les antibiotiques. Est-ce que l'on peut effectuer ce contrôle, les inspecteurs sur le marché, l'équipe de Kebro, est-ce que peut faire aujourd'hui, c'est au vu et au su de tout le monde. On a les marchés, les boutiques partout. Ça, tout le monde le sait. Mais ça devient compliqué. Voilà, est-ce que le message tombe dans de bonnes oreilles? Est-ce que nos différentes sensibilisations tombent dans de bonnes oreilles? Je pense qu'il faut aujourd'hui sensibiliser les décideurs, que ces décideurs-là prennent conscience du danger lié à ce marché-là, surtout à ces antibiotiques. Et appliquer aussi les vendeurs aussi. Oui, je vous ai parlé tout à l'heure de deux molécules, par exemple, qui ont souvent un effet, l'imipenem et l'ertapenem. En principe, ces deux molécules-là devaient être gérées par l'État. On ne devait même pas accepter que ces molécules se retrouvent dans les pharmacies, dans les officines. C'est l'État qui devait gérer ces molécules. Qui traite la tuberculose? Non, pas pour la tuberculose, contre la tuberculose, autre chose. Donc, vous avez pas mal de germes que vous isolez, que vous identifiez, et vous vous rendez compte que ces germes sont sensibles à ces deux molécules. Et malheureusement, ces molécules se retrouvent encore au marché. L'imipenem. Et si maintenant ces molécules, après quelques années, n'ont plus d'effet, ça pose un problème. Vous avez quelque chose à dire dans ce sens, vous représentez le ministère de la Santé. Justement, je pense aux décideurs. Vous représentez le ministère de la Santé. Dites-nous quelque chose de consistant pour nous permettre de vous aider la sensibilisation et la communication. Surtout d'impliquer. Vous parlez au nom du ministre de la Santé. Je suis sur le plateau en tant que, à mon avis, spécialiste en santé publique pour parler de la problématique de la rame de façon générale, pas pour représenter le ministre de la Santé. Mais excusez-nous, ce que je sais, il y a des actions qui sont initiées dans ce sens. Peut-être je vais donner deux éléments. Le premier élément, c'est en 2018, la loi pharmaceutique. Comme vous le savez, il y a eu la révision de la loi pharmaceutique. Je sais que la semaine dernière, la Direction nationale de la pharmacie et du médicament était en retraite à Koya pour élaborer les textes d'application de la loi pharmaceutique. Comme vous savez, une loi, mais après, il faut beaucoup de textes qui vont parler des spécificités de chaque élément. Ça, c'est un point. Je pense qu'après, il faut vraiment veiller à l'application des textes, à la mise en œuvre effective des textes d'application. La deuxième chose, c'est en plus de la loi pharmaceutique, je pense qu'il y a une volonté politique de réduire le nombre de sociétés grossistes. Tout à fait. Nous l'avons tous suivi dans les débats. Je ne suis pas du tout de la structure qui est en charge de piloter techniquement cela, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une volonté de réduire considérablement le nombre de sociétés grossistes. C'est un plaidoyer, donc c'est un moyen de lutte parmi d'autres, mais je pense que le meilleur moyen de lutte, c'est d'abord en fait l'action, ou les initiatives personnelles. En tant que citoyen ou quelqu'un qui peut tomber malade, je dois savoir que si j'ai une grippe, je n'ai pas besoin d'aller chercher cotrimoxazole, amoxicilline à la pharmacie, simplement, même si on me le donne.
En tant que citoyen ou un futur malade ou un malade, quand je vais à l'hôpital, si le médecin me prescrit un antibiotique, je lui demande, si je sais comment ça se passe, je lui demande, docteur, ici on faisait un examen avant. Je pense que ce sont des actions de ce genre-là. Il n'y a pas une mesure isolée seul qui pourra mettre fin à tout cela. On l'a vu à travers le reportage au Burkina, c'est la société civile, c'est tout le monde. On va commencer donc à prendre les appels et lire quelques messages parce qu'on n'aura pas assez de temps. Mais c'est pas grave, s'il y a des messages, on peut lire. Sinon, on continue la discussion, la sensibilisation. Professeur Touré, vous avez dit que vous ne parlez pas au nom du ministre de la Santé. Vous êtes aujourd'hui, en guillemets, vous représentez de toute façon le ministère de la Santé. D'accord. D'accord. Et puis, docteur, on va prendre cet appel. Ils ont la priorité maintenant. Allô? Malheureusement, c'est le premier appel. Là, c'est parti. On a un autre appel. Ah, lui, là, j'ai remarqué. Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô, oui. Bonsoir. Bonjour, madame. Bonsoir. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je vous appelle depuis Béchia. Voilà. Nous vous écoutons, monsieur. Votre nom? Je m'appelle Bangoua Ibrahima Soy. Monsieur Bangoua, nous vous écoutons. Allez-y. Je voudrais savoir, n'est-ce pas, si l'efficacité des antibiotiques n'est pas aussi dégradée en fonction de l'âge de l'individu, quelque chose comme ça. Si c'est seulement, l'efficacité dépend de la capacité de l'antibiotique ou bien aussi ça varie également en fonction de l'âge. Vous avez compris, professeur? D'accord. Allez, docteur. Merci pour la question. Je pense que ça n'a rien à voir avec l'âge. En fait, vous ne verrez pas un antibiotique qui peut agir sur toutes les familles des bactéries. Et vous ne verrez pas une bactérie non plus qui est sensible à tous les antibiotiques. En fait, les bactéries, c'est par famille. Les antibiotiques, c'est par famille. C'est pourquoi le laboratoire doit intervenir. On ne peut pas dire qu'en prescrivant cet antibiotique-là, il peut traiter tout. C'est vrai qu'il y a des antibiotiques à large spectre. Mais dire que c'est par rapport à l'âge, non, ça n'impacte pas du tout. Ça n'a aucun effet. Allô? Allô? Alors, il y a un message qu'on a envoyé. On dit, c'est quoi la forme atténuée du bacille de Koch? Qui répond, professeur? Qu'est-ce qu'il a dit? La forme atténuée. La forme atténuée du bacille de Koch. C'est un vaccin, c'est le BCG. Ok. Il y a d'autres. Bonjour, c'est une question pour les docteurs. Alors, c'est la même personne qui demande c'est quoi la forme atténuée du bacille de Koch. On va répondre d'abord sur... Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Allez bien. Vous vous appelez comment? C'est Dr Fofana qui appelle le Symphonie à Casa. Très bien. Votre question, s'il vous plaît. Oui, la problématique de l'utilisation des antibiotiques de façon abusive dans notre pays. Les confrères qui sont sur le plateau l'ont évoqué. À mon humble avis, c'est un problème d'accès facile aux médicaments chez nous. D'accord. Donc, la deuxième des choses, c'est qu'avant, on pensait que quand on a des problèmes, avant de rencontrer un médecin, on partait chercher des antalgiques ou des antibiotiques à la pharmacie, juste pour pouvoir se soulager. Mais au jour d'aujourd'hui, ce que nous constatons est vraiment inquiétant, parce que un malade vient vous voir, il a un sachet plein de médicaments, et les médicaments qui sont dedans, c'est que des antibiotiques, soi-disant qu'il souffre de la fièvre typhoïde, et il va d'abord se procurer des antibiotiques de gauche à droite. C'est quand il finit complètement d'être épuisé qu'il vient me voir pour dire « Ah, docteur, j'ai un problème. Jusqu'à présent,
Malheureusement. Oui, mais nous avons qui m'a conseillé que quand il avait la fièvre typhoïde, il prenait ça. Moi aussi, j'ai pris. Bon, vous voyez un peu, avant, on pensait que c'est des gens qui ne savaient pas lire et écrire. Mais au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui se disent intellectuels, qui savent lire et écrire, ont ce comportement. J'ai même fait une étude dessus, et bientôt que je vais publier. Tout ça là pour aller dans le sens de sensibiliser les gens aux dangers auxquels ils s'exposent. Parce que, comme l'ont dit les confrères, les antibiotiques, c'est des molécules qu'on n'utilise pas comme des cacahuètes. Donc il faudrait que les gens comprennent que réellement, quand on a des molécules, on fait la typhoïde, il faut aller payer un antibiotique pour le prendre. Il faut prendre soin d'aller vers un centre de médical pour essayer de voir les spécialistes. C'est à eux de t'examiner et demander les examens qui se doivent pour que réellement ils puissent réellement être bien pris en charge. Mais aujourd'hui, comment dirais-je, la qualité est tout autre. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que sur le plan professionnel, dans mon étude, je me suis rendu compte que qui savent lire et écrire, en tête de peloton, et là, c'est comme ça, c'est bien inquiétant. Donc, c'est ce que j'avais ajouté. Je vous remercie. Merci de votre contribution. Je voulais dire un mot. Allez-y, rapidement. Oui, je voulais dire un mot pour compléter ce qu'il a dit. En fait, ce n'est pas que seulement ceux qui savent lire ou écrire. Je dis même nous, professionnels de santé, nous sommes concernés. Nous venons à peine de terminer également une étude sur l'automédication Covid chez le personnel de santé. On s'aperçoit en faisant des analyses secondaires que même le personnel de santé parfois fait de l'automédication, prend des antibiotiques. Donc le problème il est global. Il n'y a pas qu'une frange de la population seulement qui est concernée, c'est tout le monde. C'est pour cela qu'il est temps d'en parler et en parler suffisamment. Et sur la fièvre typhoïde, je voulais aussi. Ah, vous allez revenir. Ah, j'ai décroché. Alors, allez-y. On va prendre notre appel. Justement, par rapport à cette histoire de fièvre typhoïde là, parce que je pense que c'est l'une des raisons de prescription de beaucoup de prescriptions d'antibiotiques. Parce qu'il y a l'examen qui est utilisé, généralement le Vidal. Partout où vous partez, le Vidal il est positif. Et dès que c'est positif, on dit monsieur, madame, vous avez la fièvre typhoïde. Et vous avez même des perfusions, des antibiotiques qui sont perfusés. Donc ça, c'est un problème. Et quand le Vidal dont on vous parle là, un Vidal positif ne veut pas dire fièvre typhoïde. Non, pas du tout. Et si vous traitez votre patient en tant que le Vidal est positif, mais vous allez le tuer. Voilà. Et quand une bactérie résiste à un antibiotique, donner une tonne d'antibiotiques au patient, plutôt le patient va mourir, mais la bactérie, ça ne lui dit absolument rien. Vous savez, on n'est pas revenu sur les mécanismes de résistance parce que c'est une vie de lutte en fait. Les bactéries aussi cherchent tout le temps à exister. Et elles luttent, c'est pourquoi elles essayent de neutraliser l'effet de ces antibiotiques-là. Donc cette histoire de fièvre typhoïde, je pense que c'est un autre problème. Avec ce Vidal, ce fameux Vidal, dès que c'est positif, on dit madame, monsieur, vous avez la fièvre typhoïde. Fièvre typhoïde, c'est grave. Et ça joue sur nos résultats, nous, au laboratoire, le fait de prendre avant. Oui. Allô? C'est écrit en bas de l'écran, lorsque vous voulez appeler, éloignez-vous et diminuez votre poste téléviseur. Ça fait trop d'écho, on ne comprend rien du tout. Lorsque vous voulez appeler, éloignez un peu de votre... appelez dehors, déplacez-vous, s'il vous plaît. Allez, vous voulez je revenais justement aussi par rapport à cette automédication, le fait de prendre des antibiotiques avant d'aller faire l'examen. Donc ça peut jouer sur l'examen. Le fait de même une gelule, ça peut rendre une culture négative. Donc la personne qui a commencé, ça peut jouer un petit peu sur la bactérie. Après, arriver au labo, vous faites des prélèvements, vous faites des analyses, vous ne verrez absolument, parce que la bactérie ne va pas se multiplier, vous ne pourrez pas l'identifier. Parce que seulement la personne a commencé. Donc c'est comme si vous aviez décapité. Et ça joue aussi sur le travail des laboratoires. Exactement, vous risquez de dire que c'est négatif alors que ce n'est pas négatif, c'est parce que seulement la personne a pris des médicaments. Allez-y. Vous avez envie de rajouter? Non, j'ai cru que c'était pour vous. Ok, on prend. Ben, Allô? Oui, bonsoir. Madame, votre nom, vous nous appelez d'où? Je m'appelle Fofana Nova Mustafa. Je suis à
Ah, c'est monsieur Fofana, nous vous écoutons. Vous avez une voix fine. Excusez-moi. Oui, nous vous écoutons, monsieur Fofana. Ok, madame, moi j'ai une inquiétude depuis que j'ai commencé à écouter le docteur. J'ai une inquiétude déjà parce que moi on m'a beaucoup administré les antibiotiques. J'avais un problème d'angine. L'opération sur mes amygdales. Ils m'ont prescrit assez, j'ai beaucoup pris. On m'a même envoyé de l'extérieur beaucoup d'antibiotiques. Donc j'ai eu même peur comme ça. Mais je me dis que est-ce que je suis même récupérable? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça? Mais il y a un numéro qu'on a affiché. C'est pour joindre nos invités. C'est le 621 20 20 02. 621 20 20 0. Je crois que c'était affiché. C'est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez noter. D'accord. Voilà, vous pouvez donc consulter un de nos invités pour vous soulager. Hein. Il ne faut pas avoir peur. Même nous, on a peur ici. On a peur ici. Merci beaucoup. S'il n'est pas du domaine médical, c'est pas évident qu'il sache dans sa pile de dossiers, sa pile de médicaments, qu'est-ce qui est antibiotique, qu'est-ce qui n'est pas. Et surtout, les angines sont beaucoup plus d'origine virale. Voilà. Ok. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est M. Barry, je vous appelle de Dixit. Oui, monsieur Barry, nous vous écoutons. Malheureusement, monsieur Barry s'est coupé. Je voudrais bien aussi les décider. Oui, après, docteur Dieu est en train d'intervenir. Bon, si on n'est pas pris par le temps, vous le ferez. Allô? Allô? Oh là là. Ben, je crois qu'on est un peu... Ben, rapidement, et puis je crois que c'est fini. On n'a que 2 minutes. Je voudrais juste qu'on fasse associer les structures privées dans cette lutte-là. Les pharmaciens, les laboratoires, privés, les cliniques, parce que ce sont des endroits où quand même on prescrit beaucoup plus d'antibiotiques, où on fait des examens de laboratoire. Donc c'est important que les autorités sanitaires impliquent ces structures-là dans la lutte contre la résistance. D'accord. Bon, je crois que c'est fini, c'est le dernier appel. Allô? 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 Dernier mot, professeur Touré, dernier mot, docteur Gué, dernier mot rapidement, on n'a qu'une minute. Merci, on va faire vite, on n'a qu'une minute, mais c'est d'abord pour vous dire merci de l'invitation. Je pense que c'était une opportunité pour nous de passer quelques messages, de participer à cette lutte. Cette émission, pour moi, ça fait partie déjà de ce qui est planifié dans le plan stratégique multisectoriel, parce qu'il y a déjà un volet communication. Donc moi, j'invite toute la population à s'investir. C'est pas un problème du ministère de la Santé seulement, c'est pas un problème du ministère de l'Élevage. On a moins parlé de l'agriculture, des résidus de pesticides et d'autres, mais j'imagine qu'il y aura encore beaucoup d'autres émissions, que ce soit dans celle-ci ou d'autres, mais il est important, il est temps qu'on fasse de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens une priorité, parce que c'est notre vie qui est menacée et c'est celle de beaucoup de jeunes, de beaucoup de personnes. Des générations également. Et qu'on comprenne, comme le disait une publicité que je voyais dans un pays européen, antibiotique n'est pas automatique. Donc il ne suffit pas, il ne faut pas... Docteur Dieu, rapidement. C'est intéressant. On va revenir. C'est déjà pas mal qu'un antibiotique n'est pas automatique. Voilà. Et surtout que la résistance aux antimicrobiens n'est ni liée à l'âge, ni liée au sexe, ni liée aux précautions, ni liée aux différentes professions, ni liée au pays de résidence. Donc tout le monde peut être concerné. Et que surtout, il faudrait que les structures privées soient impliquées dans cette lutte-là. Dernier mot. Il y a une question ici que moi j'aimerais bien partager avec vous. Bonjour docteur, il y a combien de groupes d'antibiotiques? Et un exemple de chacun. Alors, c'est beaucoup. Il y a beaucoup d'antibiotiques. Voilà, rapidement, docteur Doré, on a fini. Bon, désolé, on ne peut plus prendre d'appel. Mon mot de fin, c'est quand même de conseiller aux opérateurs, aux éleveurs, de faire une utilisation rationnelle et prudente des antibiotiques. Parce que tout ce qui nous présente, en tout cas les produits animaux, c'est
vraiment vital pour nous, pour notre subsistance. Et donc, si ces produits animaux-là contiennent des résidus d'antibiotiques, ça va nuire à notre organisme. Donc, ma sensibilisation va dans ce sens, une éducation des professionnels et des acteurs pour qu'on fasse une utilisation rationnelle et prudente des antibiotiques. Très bien. Alors, cette question vous concerne directement. Vous pouvez ne pas répondre tout de suite au professeur Touré. Quelles sont les actions que l'INSP a fait ou envisage de faire dans le cadre de la lutte contre cette rame? C'est Dr Touré Abdoulaye Bessia. Donc, vous ne pouvez pas répondre, on n'a pas le temps. Je rappelle que nous étions avec Dr Abdoulaye Touré, directeur général de l'INSP, Institut National de Santé Publique, et maître de conférence à la Faculté de Sciences et Techniques à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, et Dr Oumar Djoueba, enseignant-chercheur à l'Université également. Gamal Abdel Nasser de Conakry, il est pharmacien biologiste, directeur général de laboratoire Biomar 24, et Dr Molo Doré. Il est directeur national adjoint des services vétérinaires et point focal de l'Organisation mondiale de la santé animale, qui étaient donc nos invités. Le téléphone sonne, ça sonne, ça sonne. On a plein d'autres messages, mais malheureusement, on est pris par le temps. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à l'équipe qui m'accompagne tous les dimanches pour la réalisation. Prenez soin de vous et surtout lavez-vous les mains. Merci. Merci. Merci, madame. Ouais.